tendance d'analyser les raisons qui ont amené notre pays à s'entre-déchirer dans une guerre souvent qualifiée de religion, ce qui, on le verra, est fortement réducteur. Peut-être serait-il plus approprié de parler de l'épisode violent de la seule grande révolution politique que la Suisse a traversée. Je vous propose un petit retour en arrière. De 1815 à 1830, la France connaît la période dite de la Restauration. Elle commence le 8 juillet 1815 avec la deuxième restauration de Louis XVIII sur le trône de France et va durer jusqu'au 2 août 1830, date de renversement du roi Charles X. Elle permet aux anciennes familles patriciennes de reprendre peu à peu le pouvoir, mais dans les populations, le caractère progressif du Code Napoléon va continuer à se répandre. Et ce fragile équilibre entre ancien régime et idées libérales va bientôt basculer avec les Trois Glorieuses, nom donné en 1830 à 3 jours d'insurrection à Paris, les 27, 28 et 29 juillet, qui mettent fin à la Restauration en destituant le roi Charles X, que vous voyez ici caricaturé avec sa famille en volaille, chassé par les révolutionnaires jusqu'au port de Cherbourg. Appelée aussi Révolution de Juillet, ces émeutes vont porter au pouvoir le roi Louis-Philippe Ier et sa monarchie constitutionnelle qui va donner plus de pouvoir au Parlement. Elle va engendrer en Suisse une vague de libéralisme qui va rapidement submerger notre pays et déchirer sa population. Libéraux et radicaux contre conservateurs, centralisateurs contre fédéralistes, protestants contre catholiques, vieilles Suisses contre jeunes Suisses, ville contre campagne, les tensions traduisent toutes les divisions qui minent le pays depuis des décennies. La Suisse entre dans sa période dite de régénération, une période méconnue sur laquelle reviendra le 30 août prochain l'historien et politologue Olivier Meuvely, membre de notre commission historique. Cette période de régénération, je l'avoue, j'ai un peu la désagréable sensation de la vivre aujourd'hui, avec une société que d'aucuns s'emploient activement à diviser. Pour Christian Koller, dans le dictionnaire historique de la Suisse, ce terme de régénération évoque la force du peuple qui aspire à devenir une entité nationale et établir ou rétablir, d'où ce terme de régénérer, un régime fondé sur la liberté et l'égalité tel qu'il aurait existé aux origines. L'époque se caractérise par de vastes réformes libérales, à la fois cause et effet de la modernisation économique, qui vont engendrer une modification profonde des institutions mises en place à la chute de Napoléon. On peut diviser cette période en deux phases, 1830-1840, 1840-1848. Dès 1830, les rivalités politiques vont rapidement se cristalliser sur la révision du pacte fédéral de 1815, qui ne correspond plus à la réalité politique et économique du moment. Pour rappel, le pacte représente une alliance librement consentie entre États souverains. Composée de députés de 22 cantons, elle constitue l'autorité suprême qui conclut les alliances, établit les traités de commerce et déclare la guerre. Pour les décisions importantes, 3/4 des voix sont indispensables. Pour les autres, la simple majorité plus une est la règle. La règle des 2/3 sera toutefois piétinée à la diète lorsqu'il s'agira, en 1847, de déclarer la guerre au Sonderbourg. Mais avant de s'attaquer au pacte, il faut d'abord revoir les constitutions cantonales. La première phase de la régénération est donc caractérisée par les premières révisions constitutionnelles de 1830-1831. En l'espace d'un an, 12 cantons, soit la moitié de la Suisse, modifient sa constitution, entraînant la diète sur la voie d'une réforme du pacte fédéral de 1815 qui ne donne pas satisfaction à ceux qui souhaitent plus d'unité nationale. Édouard Pfeiffer, président de la commission de révision du pacte, s'exprime à ce propos à Lucerne le 2 juin 1832. L'expérience de près de 20 ans a révélé dans le pacte de 1815
bien des lacunes et bien des insuffisances. Plusieurs dispositions devraient en être précisées et développées. Et à beaucoup d'égards, il est indispensable d'augmenter l'autorité et les compétences des pouvoirs fédéraux. Mais il ne pourra en aucun cas s'agir d'unité absolue. Une telle unité serait incompatible avec notre situation, avec nos habitudes et avec une grande majorité de notre peuple. La souveraineté des cantons devra toujours demeurer le principe dominant. Les seuls buts que doivent se proposer les amis d'une réforme constitutionnelle sont les suivants. Une union plus étroite de toutes les forces nationales pour la défense de la liberté et de notre patrie. L'institution d'autorité fédérale plus active, moins intermittente dans l'exercice des compétences limitées qui leur sont reconnues. La suppression de certains obstacles contraires au bien commun de tous les confédérés et à toute nationalité véritable. Mais à l'avenir, comme par le passé, chaque canton sera seul maître d'organiser sa vie intérieure à sa guise. La tension monte, les cantons vont se faire face à une période de troubles et de lutte contre les inégalités persistantes qui voient s'affronter deux visions de la société. Les conservateurs, d'un côté, opposés aux idées nouvelles, ardents défenseurs de la souveraineté des cantons et des prérogatives de l'Église, attachés à la structure confédérale issue du pacte de 1815. Les progressistes, de l'autre, union des libéraux, les modérés de la première heure, qui revendiquent souveraineté populaire, démocratie représentative et garantie des idées individuelles. Et des radicaux, partisans d'un pouvoir central fort, d'une économie ouverte, de l'égalité des droits, du suffrage universel et de la liberté de la presse. Le 17 août 1832, une courte majorité de la Diète se prononce en faveur du principe de révision du pacte fédéral qui va mettre en évidence les talents d'un Genevois, Pellegrino Rossi, l'un des deux députés du canton à la Diète fédérale et membre de la commission chargée de la révision du pacte. Il appartient à cette génération de libéraux genevois qui conduisent la République vers une plus grande ouverture sans qu'une révolution soit nécessaire. Il est convaincu que la Confédération doit s'acheminer vers une plus grande unité sans toutefois renier ni abandonner son fédéralisme. Nommé rapporteur le 22 novembre 1832, Rossi dépose le 15 décembre de la même année un projet d'acte fédéral jugé équilibré et réaliste, d'emblée adopté comme le pacte Rossi. Il propose, à travers ses 120 articles, une véritable régénération de la Suisse. Je dirais que c'est un peu le traité de Maastricht, avant l'heure. Jugé plutôt sur le plan des droits fondamentaux, il consacre la libre circulation des personnes et des marchandises, ainsi que les libertés d'établissement et de pétition. Sur le plan des institutions, il amorce la construction d'un État moderne à forme fédérative avec la transformation pour certaines affaires de la Diète fédérale en un véritable parlement statuant selon la libre volonté de la majorité de ses membres. L'instauration d'un conseil fédéral de 5 membres, présidé par un landamann de la Suisse, et la création d'une cour fédérale. Le pacte Rossi innove aussi par la centralisation des douanes et des postes, l'introduction d'une unité monétaire et des poids et mesures avec l'adoption du système décimal. Encore une petite parenthèse pour mentionner qu'il n'est pas rare à cette époque de voir des ligues se créer et s'opposer, comme en 1832 déjà, le Concordat des Sept, qui regroupe les cantons libéraux de Zurich, Berne, Soleure, Saint-Gall, Argovie, Turgovie et Lucerne. Pour s'y opposer, la Ligue de Sarnen, avec les conservateurs d'Uri, Schwyz, Nidwald, Obwald, Neuchâtel et Bâle. Au printemps 1833, Rossi défend son projet devant la Diète de Zurich, mais se heurte à une forte opposition. Trop centralisateur pour les ultra-conservateurs de Neuchâtel, de Bâle-Ville et des Waldstätten, trop timide évidemment pour les radicaux, trop doctrinaire tout aussi évidemment pour les cantons romans,
voire même tremplin pour ses ambitions personnelles. Le pacte Rossi est rejeté en juillet 1833, après le vote négatif du canton directeur de Lucerne et une majorité des cantons conservateurs. Toujours en parenthèse, s'ils avaient passé ce code, on pourrait penser que les institutions auraient été posées à Lucerne, et donc Lucerne serait devenue la capitale de la Suisse. Lecture fort différente du côté conservateur. Alors, je suis désolé, il y a un peu beaucoup de Valais ici, mais enfin, c'est un peu normal. Dans ses mémoires historiques du Valais, Anne-Joseph Riva, qui a vécu à cette période, nous livre la position du Valais face au pacte Rossi en janvier 1833. Sur les représentations du clergé, entendez ces remarques, on avoue que ni l'indépendance de l'Église, ni la liberté du culte catholique, ni les propriétés de nos établissements en canton protestant n'y ont une garantie, à supposer même que cette révision du pacte de 1815, en procurant à la Suisse un gouvernement central, donnerait à la Confédération helvétique plus d'unité et par conséquent plus de force. Cependant, chacun des petits États qui la composent ont une répugnance presque invincible à se laisser entraver le moins du monde dans le plein exercice de leur souveraineté cantonale. On ne nous y admet dans la Confédération suisse qu'à condition que notre Constitution soit soumise à la censure de la Diète fédérale. Et on ne nous dit point s'il nous sera libre dans ces constitutions cantonales de proscrire, par exemple en Valais, pays tout catholique, l'exercice public de tout autre culte. S'il nous sera libre d'empêcher chez nous la liberté de la presse, les mariages mixtes, j'y reviendrai, une instruction primaire dont la religion catholique ne serait pas l'objet de toutes les attentions et ne serait pas confiée à l'évêque et au curé. On observe de plus que ce nouveau pacte projeté change du tout au tout notre système financier, prive le Valais de plusieurs avantages que lui procure sa position topographique sur l'extrême frontière méridionale de la Suisse, en un mot, qui nous ôte beaucoup et nous donne presque rien. Je reviens sur les mariages mixtes parce que, quand même, avec la période qu'on vit, donc l'auteur entend là entre époux de différentes religions. Je rajouterai peut-être dans le contexte actuel que l'auteur parle sans doute d'un homme et d'une femme, tous deux vraisemblablement chrétiens. Ces blocages rendent la situation politique difficile, d'autant que les libéraux sont débordés sur leur gauche par les idées radicales empreintes d'un anticléricalisme marqué. Si le libéralisme instille un vent d'égalité et de liberté dans le cœur de la population, sur le terrain, les radicaux n'hésitent pas à user de méthodes plus musclées pour s'affranchir des gouvernements récalcitrants. Les coups d'État se succèdent, pas toujours heureux, à l'instar du canton de Bâle, qui va se diviser en deux demi-cantons en 1833, suite à la victoire des paysans sur la ville. Le colonel fédéral Dufour, déjà, doit intervenir avec une division. En 1839-1840, le Valais échappe de peu à une scission entre le bas, qui réclame égalité des droits politiques et introduction de la proportionnelle dans les institutions, et le haut, qui veut maintenir à tout prix ses prérogatives. Aux exacerbations constitutionnalistes et aux rivalités ville-campagne viennent se rajouter les conséquences sur l'emploi de la révolution économique boostée par les nouvelles idées libérales. Il suffit d'une petite étincelle pour mettre le feu aux poudres, comme ici à Oberhuster, dans le canton de Zurich, en 1832, lors de la deuxième commémoration de la Constitution cantonale. Les idées progressistes des libéraux radicaux vont faire peu à peu basculer les majorités, parfois à nouveau reconquises, comme ici en Valais, en 1844, comme le montre cette représentation des deuxièmes affrontements du pont du Trien à Vernaya. Mais quel que soit le régime en place, à l'intérieur des cantons, la population civile est en ébullition. Vers 1840, la Suisse devient politiquement instable. Les vastes réformes libérales emmenées par la modernisation économique
vont s'accentuer avec d'un côté des libéraux radicaux plutôt protestants, aisés, à forte population, favorables à un gouvernement fort pour résister aux menaces des nouvelles puissances européennes, et surtout économiquement déterminés à abolir ces barrières douanières cantonales qui entravent le commerce. Dans le camp des conservateurs, on trouve plutôt de petits cantons faiblement peuplés, ruraux, pauvres, catholiques et attachés à une souveraineté cantonale qui leur garantit une voix égale à celle des cantons puissants comme Berne et Zurich. La Suisse catholique penche majoritairement vers le conservatisme, alors que la Suisse protestante s'identifie nettement à l'idée d'une réforme du pays. Intéressons-nous un peu à cette alliance séparée du Sonderbund. Le 13 janvier 1841, les considérations confessionnelles viennent s'inviter au débat lorsque le gouvernement radical argovien décide de fermer 8 couvents pour sanctionner les catholiques du canton opposés à une révision constitutionnelle jugée par trop défavorable. Cette provocation amène en contrepartie ou en réaction les Lucernois à confier l'enseignement de sa jeunesse aux jésuites. Tollé chez les radicaux bernois, cette fois, qui envoient en 1844 et 1845 2 expéditions dites de corps francs renverser le gouvernement lucernois. À chaque fois repoussés, les francs-tireurs laisseront dans leur deuxième expédition pas moins de 2000 prisonniers et 200 morts. C'est plus que les morts du Sonderbund. Devant l'incapacité de la Diète fédérale à condamner ces attaques contre des institutions et un État souverain catholique, devant sa décision inacceptable de classer l'affaire le 31 août 1843, 7 cantons catholiques se sentant menacés décident secrètement d'organiser la défense de leur souveraineté cantonale et de l'Église en signant le 11 décembre 1845 un pacte de défense mutuelle appelé Sonderbund, prévoyant notamment un conseil de guerre et habilité à lever des troupes et à les engager. Les contacts pris avec des puissances étrangères pour obtenir armes et argent inquiètent la Diète qui redoute que le Sonderbund n'en appelât à une intervention étrangère. Je vous laisse ici découvrir les termes du pacte du Sonderbund rédigé par le conseiller d'État lucernois Constantin Sigvart Müller, tels que nous les a rapportés en 1936 William Rappard dans son livre « L'individu et l'État dans l'évolution constitutionnelle de la Suisse ». Si pour les cantons d'Uri, Schwyz, Unterwald, Zug, Fribourg et Valais emmenés par Lucerne, il ressort clairement du point 1 une claire détermination à se protéger et du point 3 à s'en donner les moyens, on n'y décèle pas de volonté affichée de s'en prendre à la Confédération ou de s'en séparer. Cette nuance est fondamentale et explique peut-être en partie la stratégie adoptée par le commandement du Sonderbund. Traduite communément en français par alliance séparée, cette coalition n'est donc pas, comme souvent on la ressent à l'étranger, une ligue séparatiste et encore moins la guerre de sécession de la Suisse, comme le titrait il y a quelques jours le magazine en ligne de Polytechnique Alumni. Je vous propose de vous arrêter un instant sur la feuille de propagande, tout en symbole d'un Sonderbund qui semble investi d'une mission divine. Vous voyez en haut le monogramme de Jésus, JHS, et la tiare papale. Au centre, un temple qui protège une stèle avec l'écusson des 7 cantons conservateurs catholiques. En bas à droite, vous voyez un lion avec le pacte de 1815 et à gauche, un faisceau de licteurs cassés avec 2 dates, 13 janvier 1841, la fermeture des 8 couvents, et 31 août 1843, date du classement de l'affaire par la Diète. Au fond, cette inscription signée « Les cantons fidèles au pacte » qui dit en substance ceci: ils s'acquittent d'un devoir d'alliance sacrée qui leur impose de maintenir chaque article du pacte fédéral avec la même fidélité et la même persévérance, et de donner pour cela leur bien, leur sang, leur corps
et leur vie. En 1846, l'accord secret est désormais connu et les libéraux radicaux, la jugeant contraire au pacte de 1815, réclament la dissolution du Sonderbourg. Mais ils sont encore minoritaires à la Diète et ils vont donc redoubler d'efforts pour y obtenir la majorité. En octobre 1846, devant le refus du gouvernement genevois de soutenir la dissolution du Sonderbund à la Diète, le radical James Fazzi prend le pouvoir par la force à Genève. À noter que la constitution qu'il a rédigée en 1847 est restée en vigueur jusqu'en 2013. Selon l'adage « 12 cantons font la loi », 11 cantons ont déjà voté l'exécution par les armes du Sonderbund. Tous les regards sont donc fixés désormais en mai 1847 sur les élections à Saint-Gall, où les catholiques sont très puissants. Les radicaux l'emportent de justesse, mais assurent du même coup le renversement de la majorité à la Diète. Cette dernière va interpréter à son avantage différents articles du pacte de 1815 pour estimer que 12 voix suffiraient à établir l'illégalité de la Ligue et décréter que l'expulsion des Jésuites et la dissolution du Sonderbund relèveraient de la compétence fédérale. On est loin, on l'a dit, des 2/3 garantis par le pacte fédéral de 1815. France, Autriche, Prusse, Russie observent avec attention cette foudroyante montée du radicalisme qui emporte la Suisse, inquiète d'une possible contagion sur leur territoire qui sonnerait le glas de leur monarchie. Elles vont donc s'empresser de répondre favorablement aux demandes en armes et en argent du Sonderbund, sans toutefois prendre le parti d'intervenir militairement. Le 20 juillet 1847, c'est l'engrenage, et on s'achemine donc vers l'inéluctable. 12 cantons et 2 demi-cantons déclarent la dissolution du Sonderbund par les armes si il le faut, et le renvoi des Jésuites hors de Suisse. Le Sonderbund accuse le coup et mobilise. Les cantons radicaux limitrophes s'inquiètent à leur tour et mobilisent quelques bataillons. Mais on l'a vu, à l'intérieur des cantons, la population est très divisée, et Saint-Gall, par exemple, doit faire face à une rébellion d'une partie de sa milice. Reste à trouver un commandant en chef. Mais qui? La Diète est présidée par Ulrich Oxenbein, l'ancien commandant des corps francs. C'est dire que les manœuvres vont bon train en coulisses et que les contours de la mission sont passablement élastiques. Le Genevois Guillaume-Henri Dufour, pressé par James Fazzi de choisir entre sa carrière d'ingénieur cantonal et ses obligations militaires fédérales, qui l'ont tenu éloigné depuis des mois, vient de démissionner en août pour la fin de l'année. Et donc, c'est convaincu qu'il est arrivé au terme de sa carrière militaire que le 18 octobre, lors d'une promenade avec l'inspecteur de l'artillerie, il lui confiait « Nous sommes heureux que nos fonctions nous tiennent en dehors de tout ça. Nous serons comme aux loges. Je plains celui qui sera nommé. » Imaginez sa tête le lendemain, lorsque la Diète lui annonce qu'il était pressenti pour mener à bien la délicate mission de dissoudre le Sonderbund. Chez les Dufour, c'est la consternation. Sa fille aînée Annette lui écrit « Mon bon père, nous sommes atterrés de cette affreuse nomination. La tâche est cruelle dans une guerre aussi inique. Et il est bien dur d'être lié par le devoir contre tous les sentiments du cœur et de la conscience. » Dufour mesure bien toute l'immensité de ses responsabilités, il parle même de calice, mais il répond par une obligation d'honneur que tout officier contracte en entrant au service de la Confédération. Ce n'est pas dans un moment tel que celui-ci qu'il peut être permis de se retirer. Le 24 octobre, la Diète ordonne une mise sur pied considérable. Selon Dufour, 50 000 hommes, non pas pour opérer contre le Sonderbund, mais pour maintenir l'ordre dans toute l'étendue de la Suisse. C'est le sens des instructions que je viens de recevoir et pour lesquelles j'ai prêté le serment voulu. Et de mentionner un petit accro, parce qu'on ne m'avait pas donné connaissance de ces instructions et qu'en ayant demandé la lecture préalable, j'ai trouvé qu'il y avait des choses
inacceptable. Considérant cette mobilisation comme une déclaration de guerre, les députés du Sonderbund quittent la Diète le 29 octobre. Je laisse ici à René Rocade et à son traducteur Pierre G. Martin du Dictionnaire historien de la Suisse les derniers mots de cette introduction. On peut dire que le Sonderbund violait le pacte fédéral de 1815. Mais sa fondation fut une réaction compréhensible face à des actes illégaux, la fermeture des couvents ou les expéditions de Courfranc, et face à la passivité de la Diète dans ses affaires. Il fut une aubaine, comme la question des Jésuites, pour certains radicaux qui partaient de l'idée que sans violence, la Suisse n'est pas transformable. C'est pourquoi ils poussèrent l'antagonisme jusqu'à la guerre civile. Les cantons du Sonderbund, pour leur part, s'isolèrent eux-mêmes. Ils accentuèrent tellement l'aspect confessionnel du conflit que les conservateurs protestants, qui avaient sans doute des positions très proches sur le plan politique, se détournèrent d'eux ou restèrent neutres. Leur action était vouée à l'échec parce que leur population refusait majoritairement une guerre offensive hors des frontières cantonales, parce que leur commandement militaire n'était pas à la hauteur et parce qu'il manquait de coordination. Je vous remercie.